Une brume légère recouvrait les pavés du marché d'Aligre ce matin-là, comme un voile discret posé sur la mémoire d'une ville qui ne dort jamais. L'automne enveloppait Paris de sa mélancolie dorée, et les étals colorés formaient une fresque vivante au cœur du 12e arrondissement. Il marchait d'un pas mesuré, manteau de cachemire parfaitement taillé, lunettes au verre fumé, l'allure de ceux qui sont nés dans l'excellence. Alexandre de Bellême, directeur artistique de la maison de couture éponyme, héritier d'un empire fondé au siècle d'or de la haute couture, n'avait pas l'habitude de fréquenter les marchés populaires. Ce matin-là, pourtant, il avait ressenti un besoin étrange de quitter l'univers feutré du faubourg Saint-Honoré pour retrouver les parfums de son enfance, lavande, thym, pain chaud. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le marché, son regard fut attiré par un éclat de violet. Un bouquet de lavande fraîche, attaché par une ficelle rustique, exhalait son parfum avec insolence. Mais ce ne fut pas la lavande qui le figea. C'était elle. Sous un large chapeau provençal, les mains tachées de terre, un tablier de lin noué à la taille, elle arrangeait ses sachets d'herbe avec une minutie presque rituelle. Léa. 5 ans s'étaient écoulés depuis cet été incandescent à Aix-en-Provence, 5 ans depuis sa disparition sans explication, le laissant avec un silence plus assourdissant qu'un adieu. Il n'osait y croire. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, trahissant l'assurance que son costume 3 pièces tentait de maintenir. Elle leva les yeux. Un battement. 2. Son regard s'attarda un instant, puis vacilla. Un frisson. Il fit un pas vers elle. Léa. Sa main trembla légèrement. Elle posa un sachet de lavande sur la table, le regard fuyant. « Bonjour, Alexandre !» Sa voix, douce, un peu rauque, teintée d'une fatigue qu'il ne lui connaissait pas. Mais ce n'était pas tout. Sous son tablier, discrètement dissimulé, un arrondi révélateur. Une grossesse, évidente pour qui sait regarder au-delà des apparences. Le temps sembla se suspendre. Le marché continuait, indifférent. Mais pour lui, plus rien ne comptait. Une question brûlait ses lèvres, mais il n'osa la poser. Pas encore. Ils marchèrent en silence, côte à côte, jusqu'à la petite rue ombragée qui bordait la place d'Aligre. Il ne savait pas par où commencer. Chaque pas semblait un écho des souvenirs partagés, des étés passés à courir entre les vignes, à rire dans les champs de lavande. Elle habitait un modeste immeuble dans le 20e arrondissement, à Belleville. Il insista pour la raccompagner. Elle refusa d'abord, puis accepta comme résignée à l'inévitable. Son appartement était petit, mais lumineux. Des rideaux faits main, des plantes sur le rebord de la fenêtre, un parfum d'herbe séchée dans l'air. Il reconnaissait en silence son goût pour l'essentiel, pour la beauté simple et authentique. « Tu vis ici depuis longtemps ?» demanda-t-il, tentant d'adoucir la tension. « 3 ans, depuis que mon père est tombé malade. » Ce nom éveilla en lui une douleur ancienne. Le père de Léa, vigneron passionné, fier artisan des collines provençales, l'homme qui, autrefois, avait partagé un verre avec lui au coucher du soleil, discutant de tanins comme d'une poésie. « Et la vigne ?» murmura-t-il. Léa détourna les yeux. « Elle n'existe plus. Il a tout perdu. » Un silence. Puis elle se leva, ouvrit un tiroir, en sortit une lettre jaunie. « Tu veux savoir pourquoi je suis parti sans un mot ? C'est à cause de ça. » Il lut. Une missive signée d'un critique vinicole influent, un nom familier dans les cercles mondains, et proche de sa mère. Une critique assassine, injustifiée, qui avait précipité la chute du domaine familial. C'était une vengeance, dit-elle doucement. Ton monde a détruit le mien. Il ne trouvait pas les mots. Il voulait nier, défendre, expliquer. Mais il comprenait. Il comprenait trop bien le poison des rivalités parisiennes, les jeux d'influence dissimulés sous des sourires raffinés. Elle se leva, se dirigea vers la cuisine, cherchant refuge dans un geste quotidien. Quand j'ai découvert ça, j'étais enceinte, et je ne pouvais pas t'impliquer, pas dans tout ça. Le choc fut immédiat. Il ne l'avait pas osé, cette question. Maintenant, elle était là, nue, violente. Est-ce que c'est mon enfant ? Elle ferma les yeux. Je ne suis pas certaine. Il y avait un autre homme, une histoire brève, confuse. Juste avant que tout ne s'écroule, il s'assit, abattu. Le doute le rongeait. Mais au fond de lui, un instinct puissant murmurait une autre vérité. Tu aurais dû me dire. Elle le regarda, pour la première fois depuis leur rencontre, sans défense. Je sais. Il se leva, prit sa main. Malgré la douleur, malgré la colère, une tendresse persistait. Le lien n'était pas rompu.
Seulement s'enfouit sous les années la peur, les silences. Tu ne resteras pas ici. Viens vivre ailleurs, plus près, plus en sécurité. Elle hésita. J'ai mon travail, ma vie. Il sourit. Doux. J'ai un appartement libre près du jardin du Luxembourg. Calme, discret. Ce n'est pas un piège, juste une chance. Elle le dévisagea longtemps, puis hocha la tête. Les murs blancs du service de cardiologie pédiatrique du centre hospitalier Saint-Louis semblaient figés dans un silence que même les pas feutrés du personnel médical ne parvenaient à troubler. Alexandre marchait d'un pas rapide dans le couloir principal, tenant la main de Léa qui peinait à suivre son rythme. Son ventre rond la ralentissait, et malgré la fatigue apparente sur son visage, elle gardait le port altier des femmes qui n'ont jamais baissé les yeux devant l'adversité. Ils étaient venus pour une simple échographie de routine, mais une anomalie détectée par l'échographiste avait changé le ton de la visite. Le cœur du bébé présentait une malformation. L'expression du médecin avait été grave, professionnelle, presque trop neutre. Le plus sage serait de consulter un spécialiste à Lyon. Leur unité de chirurgie cardio-pédiatrique est la meilleure de France. Alexandre, toujours maître de lui, avait hoché la tête. Léa, elle, s'était figée. Dans la salle d'attente, les néons au plafond diffusaient une lumière crue qui accentuait la pâleur de son teint. Elle fixait un point invisible, tandis qu'Alexandre cherchait déjà des contacts dans son téléphone. « J'ai un ami au ministère. Il peut nous faire passer en priorité. Je peux réserver un hélicoptère médical si nécessaire. » Léa secoua la tête. « Non. » Il la regarda, surpris. « Comment ça, non? C'est de notre enfant qu'il s'agit. » Elle inspira profondément, ses mains posées sur son ventre. « Ce n'est pas une question d'argent ou de confort, Alexandre. Ma famille, mes parents ont toujours fait confiance au service public. Mon père a été soigné gratuitement par des médecins qui l'ont traité avec dignité. Je veux que notre enfant grandisse avec ses valeurs. » Alexandre sentit une bouffée d'impatience monter en lui. « Tu préfères lui offrir des principes plutôt que les meilleurs soins possibles ?» Léa le foudroya du regard. « Je préfère qu'il sache d'où il vient, qu'il ne soit pas traité comme un petit prince hors sol, qu'il comprenne que le monde ne se plie pas toujours à nos caprices. » Le silence s'abattit. Un couple âgé s'était assis près d'eux, observant la scène discrètement. La tension dans la salle était palpable. Il ferma les yeux. Depuis toujours, il avait cherché à tout contrôler. Mais cette femme, cette situation, cet enfant, tout échappait à sa logique de perfection. « Très bien, » murmura-t-il enfin. « Alors on fera les deux. Tu choisis l'hôpital, et moi, je choisis le médecin. » Léa esquissa un sourire fatigué. « Ça me va. » Le mois de février s'installait doucement à Paris, apportant avec lui l'odeur sucrée du beurre fondu et les échos joyeux de la Chandeleur. Dans les hauteurs de Montmartre, la fête battait son plein. Les enfants couraient autour des stands. Les adultes riaient en retournant maladroitement leurs crêpes dans de vieilles poêles en fonte. Alexandre n'avait jamais participé à une telle célébration. Pour lui, crêpes et superstitions étaient des reliques d'un folklore désuet. Mais Léa l'avait traîné ici avec un regard pétillant et une phrase simple. « Si tu veux connaître la France, commence par sa pâte à crêpes. » Il avait ri et il était venu. Le petit centre communautaire de Montmartre avait organisé un atelier. Chacun devait tenir une pièce d'or dans la main gauche en faisant sauter la crêpe de la main droite. Une tradition censée apporter chance et prospérité. Léa, rayonnante malgré la fatigue, fit tourner la pâte avec une dextérité héritée de générations de femmes provençales. Quand ce fut son tour, Alexandre hésita. Il tendit maladroitement la poêle. « Tu veux que je le fasse vraiment ? » « Bien sûr. Tu veux réussir dans la mode cette année ? Il faut convaincre la pâte. » Un rire éclata dans la salle. Les regards se tournèrent vers lui. Lui, le prince des podiums, debout au milieu de gens simples, transpirant d'efforts pour ne pas rater un geste de cuisine populaire. Il prit une profonde inspiration, serra la pièce dans sa main et fit sauter la crêpe. Elle atterrit, un peu froissée, mais entière. Applaudissements. Léa souriait. À ce moment précis, il comprit quelque chose. Ce n'était pas une question de crêpe, c'était une question de lien, de partage, de tradition vivante, mais la légèreté fut de courte durée. Quelques instants plus tard, Léa, qui discutait avec une voisine, pâlit brusquement. Elle chancela. Alexandre accourut. Elle venait de s'évanouir. Tout fut flou ensuite. Les cris, l'appel des secours, le bruit des ambulanciers, mais ce fut Alexandre qui la porta jusqu'à la civière
et c'est lui qui tint sa main dans l'ambulance. À l'hôpital, les médecins rassurèrent rapidement. Chute de tension, fatigue, stress. Rien de grave. Mais l'incident marqua un tournant. Le lendemain, la mère d'Alexandre l'appela. « On m'a dit que tu as retourné des crêpes en public. » Son ton n'était pas moqueur, juste glacial. « Et alors ?» répondit-il. « Tu représentes une maison centenaire, Alexandre. Ce genre de spectacle, ce n'est pas notre monde. » Il se redressa. « Justement, peut-être que notre monde a besoin d'un peu plus de sincérité. » Un silence. « Tu es en train de tout gâcher, » souffla-t-elle. « Et pour qui? Une fille de la terre, enceinte d'un enfant qui n'est peut-être même pas le tien ?» Le mot le frappa au ventre. Il raccrocha sans répondre. Le soir même, il s'assit seul devant la fenêtre de son appartement du Luxembourg. Il regarda les toits de Paris, cette ville qu'il avait façonnée. Et il se demanda si l'élégance avait encore un sens, quand elle excluait l'essentiel, l'humanité. Le téléphone vibra sur le marbre froid du comptoir. Alexandre hésita à répondre. C'était Madeleine, la gouvernante de la maison familiale du 16e arrondissement. Elle ne l'appelait jamais sans raison sérieuse. « Je peux te parler, mon grand ?» demanda-t-elle, dès qu'il décrocha. Sa voix trahissait une gravité inhabituelle. Il quitta son bureau du boulevard Haussmann, prit sa voiture et s'engouffra dans la circulation grise d'un Paris d'après-midi. La lumière rasante des lampadaires perçait à peine la brume. Madeleine l'attendait dans le grand salon. Seule silhouette familière dans ce décor figé dans le passé, les tentures en soie, les portraits d'ancêtres au regard vide, les horloges qui marquent le temps sans jamais en tenir compte. Elle lui tendit une boîte ancienne, en bois sombre, marquée des initiales brodées de son grand-père, André de Bellême, le fondateur de la maison de couture. « C'est à toi maintenant. Tu es prêt. » À l'intérieur, des lettres, des documents, des coupures de presse anciennes. Alexandre reconnut l'encre tremblante de son aïeul, ses mots parfois ciselés, parfois hésitants, et une phrase, au détour d'un courrier adressé à un ancien camarade de régiment, le glaça. « J'ai soutenu Vichy tant qu'il était encore possible d'en tirer avantage. Mais les Américains arrivent. Il est temps de changer d'uniforme. » Il relut, incrédule. Non, ce n'était pas possible. Son grand-père, présenté comme un héros de la résistance française, fondateur du style libre et raffiné, dans l'après-guerre, aurait collaboré. Il a protégé sa famille. « Et son avenir, » murmura Madeleine. « Mais il a aussi sacrifié des hommes, y compris ton autre grand-père. » Alexandre se retourna lentement. « Qu'est-ce que tu dis ?» Madeleine baissa les yeux. Le grand-père de Léa, ils ont combattu ensemble dans le maquis de l'Ardèche. Mais après la guerre, quand il a fallu partager les honneurs, André l'a effacé. Il voulait la lumière pour lui seul. Tout s'effondrait, l'héritage, la grandeur, le mythe. Et si tout cela n'était qu'une construction bâtie sur le silence et la trahison? Il quitta la maison sans dire un mot, les lettres sous le bras. Ce soir-là, il marcha longtemps sur les quais de Seine, ses chaussures de cuir poli frappant les pavés avec une dureté inhabituelle. Le fleuve coulait, indifférent aux histoires humaines. Il pensa à Léa, à la terre, au vin, à la lavande, et à ce qu'il était prêt à sacrifier pour une vérité qui, enfin, lui appartenait. Les projecteurs éclairaient la salle de conférence. Claire Darcourt, directrice marketing de la maison Bellême, terminait une présentation brillante devant des investisseurs asiatiques. Alexandre, assis au fond, l'observait avec attention. Diplômée de Sciences Po, fille d'un sénateur influent, Claire représentait l'archétype de la nouvelle élite parisienne, brillante, ambitieuse, impeccablement vêtue. Elle maîtrisait l'art du langage de pouvoir, où chaque mot était une carte stratégique. Mais depuis quelques semaines, quelque chose avait changé. Des bruits couraient, des retards sur des dossiers, des rendez-vous annulés, des rumeurs sur Léa qui circulèrent dans les cercles fermés de la presse lifestyle. Et surtout, une journaliste d'un grand hebdomadaire avait appelé, cherchant à vérifier une étrange information. Léa aurait un passé trouble, lié à un soi-disant commerce illégal d'huiles essentielles non déclarées. Une rumeur fausse, absurde, mais dangereusement bien diffusée. Alexandre fit le lien. Après la réunion, il l'invita dans son bureau. « Claire, dis-moi une chose. Qui t'a informé de l'histoire de Léa ?» Elle haussa un sourcil, surprise par le ton. « De quoi parles-tu » ? « Des rumeurs, des allusions, des murmures sur sa prétendue d'origine douteuse. » Claire se leva d'un geste élégant mais tranchant. « Alexandre, tu es un homme brillant, mais tu laisses ton cœur interférer avec ta vision. Cette femme,
Elle n'a pas sa place dans notre univers. Il se leva aussi. Et toi, tu préfères saboter la vie des autres pour préserver ta carrière? Elle sourit, glaciale. Je protège la marque et l'avenir de cette maison. Tu ne vois pas que tu es en train de tout mettre en péril? Les partenariats, les investisseurs, les alliances internationales. Laisse-moi te dire une chose, Claire. Si mon grand-père a vendu son âme pour un défilé de prestige, je ne referai pas la même erreur. Elle blêmit. Il s'approcha. Je vais découvrir jusqu'où tu es allé. Et si tu tentes encore une fois de salir son nom, je t'arracherai ton badge de sécurité moi-même. Le silence tomba comme un couperet. Elle quitta la pièce sans un mot. Le soir, Alexandre retrouva Léa au jardin du Luxembourg. Elle l'attendait, assise sur un banc, son ventre s'arrondissant un peu plus chaque jour. Il s'assit près d'elle. Le vent faisait danser les feuilles mortes. « Ton monde est un théâtre de miroirs, » dit-elle doucement. « Mais je vois que tu as brisé un des reflets. » Il sourit. « Oui, et je n'ai pas encore fini. » Le 21 juin, Paris vibrait au rythme de la fête de la musique. Les rues devenaient scènes, les passants spectateurs, les fenêtres ouvertes laissaient échapper des accords de guitare, des notes de saxophone, des refrains 1000 fois chantés. Les berges du Sénat se peuplaient d'un mélange hétéroclite. Étudiants, familles, flâneurs, artistes. Une république en miniature. Alexandre n'avait jamais assisté à cette fête autrement que depuis les baies vitrées d'un hôtel particulier, verre de champagne à la main, dans les soirées privées sponsorisées par des maisons de luxe. Mais ce soir, il était là, au niveau du pavé, au cœur de la foule, aux côtés de Léa. Elle portait une robe fluide aux motifs provençaux, ses cheveux retenus par un simple ruban de lin. Sa grossesse la ralentissait un peu, mais elle semblait lumineuse, presque galvanisée par l'atmosphère. Un petit orchestre improvisé jouait des airs populaires, des guitares, un violon, un vieux accordéon poussiéreux posé sur une chaise. L'un des musiciens reconnut Léa. Il l'interpella avec un large sourire. « Léa, tu ne nous fais pas une chanson en os comme à Manosque ?» Elle rougit. Alexandre haussa les sourcils. « En os ?»« L'occitan, le vieux français du Sud, » expliqua-t-elle doucement. On lui tendit l'accordéon. Elle hésita, puis le prit, et tout changea. Dès les premières notes, les rires diminuèrent, les conversations cessèrent. Sa voix s'éleva, chaude, vibrante, tissée dans la langue des collines et du vent. Les mots résonnaient d'un autre temps, mais l'émotion, elle, était universelle. Alexandre, bouleversé, ne comprenait pas chaque mot, mais il ressentait tout. Léa chantait la terre, l'amour perdu, la fidélité silencieuse aux ancêtres. Les passants s'arrêtaient, les téléphones se levaient, mais elle restait dans son monde à elle, les yeux fermés, comme si elle invoquait les fantômes de sa lignée. Quand elle termina, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats, juste un silence sacré, puis une ovation sincère, brute, sans paillettes. Plus tard, alors qu'il marchait en direction du métro, Alexandre murmura « Je crois que je viens de rencontrer une partie de la France que je n'avais jamais connue. » Léa le regarda tendrement. « Cette France, on ne l'invite pas au défilé, mais c'est elle qui tisse tes étoffes. » Ce soir-là, il comprit que la culture populaire n'était pas un folklore, c'était une mémoire vivante. Et Léa en était la voix. Le lendemain matin, Paris avait retrouvé son calme. Mais dans le quartier de la Goutte d'Or, au nord de la capitale, une autre forme de musique s'élevait, celle des voix féminines mêlées au cliquetis des ustensiles, des mortiers, des flacons d'huiles essentielles. Alexandre pénétra discrètement dans le centre communautaire où Léa menait, depuis plusieurs semaines, un atelier de parfumerie artisanale. Des femmes de toutes origines, marocaines, maliennes, arméniennes, vietnamiennes, l'écoutaient attentivement, prenant des notes, testant des mélanges, respirant les senteurs de lavande, de sauge, de rose ancienne. Elle portait une blouse tachée de pigments naturels, les manches retroussées, ses mains dans une préparation de macération florale. Son visage était concentré, animé d'une passion profonde. Alexandre se sentit à la fois fier et ému. Il l'avait toujours connue intuitive, mais ici, elle rayonnait d'une autorité douce, naturelle, presque ancestrale. Il attendit la fin du cours pour s'approcher. « C'est ça, ton vrai atelier ?» Elle rit. « Bien plus vivant que ton showroom sur les champs. Ici, le luxe, c'est de partager. » Ils s'assirent dans le petit jardin intérieur, parmi les citronniers en pot et les bacs de menthe. « J'ai réfléchi, » dit-il. « Je veux créer une ligne de parfums inspirée de ton travail. Pas comme les grandes maisons,
une vraie collaboration, et distribuée à prix accessible. Elle le fixa, surprise. « Tu dis ça pour me faire plaisir ?» « Non. Pour une fois, je veux faire quelque chose qui a du sens, qui honore la source, pas juste l'image. » Elle resta silencieuse un instant. « Alors je veux que les bénéfices financent des ateliers comme celui-ci, et que les noms des parfums soient en occitan. » Il sourit. Marché conclu. Un accord d'égal à égal. Sans étiquette, sans hiérarchie. Juste deux personnes unies par la beauté des choses simples. Mais dans l'ombre, d'autres observaient. Claire d'Harcourt, toujours en poste malgré les tensions, apprit par un assistant que le directeur préparait un partenariat alternatif. Elle fronça les sourcils. Un parfum populaire? À la goutte d'or? L'idée même lui semblait un blasphème. Elle programma une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que la tempête qui approchait ne viendrait pas de Léa. Les pluies de printemps n'avaient cessé de tomber depuis 3 jours. Le fleuve, d'ordinaire tranquille comme une carte postale parisienne, grondait désormais sous les ponts, charriant boue, branches et inquiétudes. Les alertes crues clignotaient sur tous les écrans de la mairie de Paris. Dans le 20e arrondissement, l'immeuble modeste où Léa vivait depuis plusieurs années montrait ses failles. Infiltration, panne d'électricité, escaliers inondés au rez-de-chaussée. Quand l'eau s'infiltra dans l'appartement voisin, Alexandre n'hésita pas. Il la rejoignit à la hâte, bottes aux pieds, parapluie battant. Lorsqu'il la vit, debout sur une chaise pour sauver les flacons de lavande de la montée d'humidité, il sentit son cœur se serrer. « Tu viens avec moi », dit-il simplement. Elle voulut protester, mais un grondement sourd venu du sous-sol coupa court à toute discussion. Dans la demi-heure, Léa était installée dans la résidence secondaire d'Alexandre, un appartement sobre mais élégant situé à Saint-Germain-des-Prés, aux murs ornés de gravures anciennes, entre café littéraire et galerie d'art. Mais ce qu'Alexandre n'avait pas prévu, c'est que Claire Aimée, sa fiancée officielle, mannequin éco-responsable et aristocrate d'origine, passerait ce soir-là sans prévenir. Elle entra, robe en lin beige, panier de courses bio à la main, le regard calme, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Léa enceinte, assise sur le canapé, un coussin sous les reins. Un silence, froid, tranchant. « J'espère que je dérange », dit Claire Aimée d'un ton glacial. Léa tenta de se lever, mais Alexandre s'interposa. Il y a eu une inondation. Elle est ici temporairement. Claire Aimée le fixa. Un sourire imperceptible aux lèvres. Temporairement, comme les sentiments? Il voulut répondre, mais elle s'était déjà dirigée vers la cuisine. Plus tard, dans la chambre, le ton monta. « Tu crois que je n'ai pas compris ce qui se joue? Tu veux te donner une image de sauveur, d'homme du peuple, alors que tu es né dans la soie et le cristal. Ah, peut-être que j'ai enfin envie de sortir de tout ça. » Elle éclata de rire. « Par pitié, Alexandre, tu es un produit de ton monde. Tu veux jouer au bohème dans ton loft de Saint-Germain, mais tu ne quitteras jamais vraiment le 16e. » Il la fixa, soudain vidé. « Et toi? Tu défends la planète sur Instagram, mais tu voyages en jet privé et tu commandes du quinoa depuis l'Uruguay. » Cette fois, elle ne répondit rien. Elle quitta l'appartement le lendemain, laissant une lettre courte et sèche sur le bureau en bois laqué. « Fais ton choix. Moi, je ne serai jamais ton alibi de conscience. » Les jours suivants furent calmes en apparence, mais explosifs en coulisses. Claire d'Harcourt, blessée par l'évolution des événements et par sa mise à l'écart progressive, engagea une agence d'investigation discrète spécialisée dans les profils à risque. Objectif, dénicher la faille chez Léa. Le passé, la famille, une faute, une erreur, un détail à exploiter. Mais ce que les détectives trouvèrent ne concernait pas Léa et fit l'effet d'une bombe silencieuse. Le père de Claire Aimée, Auguste de Saint-Ange, critique gastronomique influent, figure respectée du guide Michelin, avait dirigé un réseau de corruption déguisé en consulting. Moyennant des sommes considérables, il garantissait de bonnes évaluations à certains établissements et ruinait volontairement ceux qui refusèrent de payer. Parmi ses victimes, la vinicole familiale de Léa, autrefois en plein essor, dont la réputation avait été brisée par une note assassine, un lien direct, une vengeance personnelle, orchestrée avec le concours silencieux de la mère d'Alexandre, amie intime de Saint-Ange. Alexandre lut les rapports avec le cœur lourd. Le puzzle s'assemblait. Les intérêts croisés, les vengeances de salon, les pressions invisibles sur les artisans de la terre. Il convoqua Léa dans l'atelier de création de la maison. Un lieu qu'elle n'avait jamais vu, épuré, vaste,
baignée de lumière naturelle. Elle entra, un peu hésitante. « Pourquoi ici ?» Il lui tendit une enveloppe. « C'est ce qui a détruit ton père, et ce que ma famille a laissé faire. » Elle lut lentement. Une larme coula sur sa joue. « Et tu fais quoi maintenant? Tu dis tout à la presse ?» Il secoua la tête. « Non, pas encore. Mais je vais confronter ma mère. Et si elle refuse d'admettre, alors oui, j'irai jusqu'au bout. » Elle s'approcha. « Tu risques de tout perdre. » Il sourit tristement. « Alors il est temps de savoir ce que j'ai vraiment. » Plus tard ce soir-là, Alexandre entra dans le salon de sa mère, avenue Foch. Elle l'attendait, assise, un verre de Porto à la main, comme toujours. « Je suppose que tu viens pour me parler de cette histoire idiote. » Il posa l'enveloppe sur la table basse. « Ce n'est pas une histoire idiote, c'est une trahison. » Elle but une gorgée, tranquille. « Tu crois vraiment que l'élégance s'obtient sans coup bas, sans contrôle? Ton grand-père le savait, ton père le savait, et un jour, tu le comprendras. » Il se leva. « Non, mère, je crois qu'on m'a menti toute ma vie sur ce que signifiait l'élégance française. Et je n'ai plus envie d'en être le pantin. » Elle le regarda partir, sans un mot. Le quartier du Marais semblait endormi sous un ciel pâle. Le chantier de rénovation de l'appartement de Léa, endommagé par la crue, avançait lentement. Ce matin-là, les ouvriers s'attelaient à démonter un pan de cloison d'origine haussmannienne, derrière une cheminée bouchée depuis des décennies. C'est en retirant un panneau de bois qu'ils découvrirent l'impensable, un compartiment secret, dissimulé dans le mur, soigneusement refermé. À l'intérieur, un paquet de lettres ficelées, avec du ruban décoloré, jauni par le temps, mais étonnamment bien conservé. Le contremaître appela immédiatement Alexandre. Il arriva 1 heure plus tard, visiblement fébrile. Les lettres portaient les noms de 2 hommes, André de Bellême et Maurice Chabrier, le grand-père de Léa. Il s'assit, à même le parquet poussiéreux, et lut. Chaque mot était un fragment d'histoire. Les 2 hommes avaient combattu ensemble dans le maquis du Vercors, avaient partagé l'horreur, la faim, la peur, mais aussi les idéaux de solidarité, égalité, justice. Une phrase le frappa. Si la guerre finit, il faudra défendre ce pays contre d'autres ennemis. L'oubli, la vanité et l'envie de reconstruire sans mémoire. Mais tout changeait dans les dernières lettres. André, une fois revenu à Paris, avait coupé les ponts. Il s'était plongé dans les salons, les affaires, la mode renaissante. Maurice, lui, resté fidèle aux collines du Sud, s'était senti trahi. La fracture entre eux n'était pas personnelle. Elle était idéologique. Et cette fracture, Alexandre la portait aujourd'hui dans sa propre chair. Cette nuit-là, il prit la route, sans prévenir personne. Il roula jusqu'à la vieille maison familiale en Provence, celle qu'il n'avait pas visitée depuis des années. Les volets étaient couverts de poussière, mais les clés étaient encore là, cachées dans l'antique pot de lavande à l'entrée. Il s'installa dans le silence, loin des podiums, loin des projecteurs. Juste lui, la terre, les vignes et un vent chargé de romarin. Les jours passèrent. Alexandre se réveillait avec le chant des cigales, arrosait les herbes sèches, marchait pieds nus sur les dalles encore tièdes du matin. Il lisait les lettres encore et encore, comme on relit un vieux poème, à la recherche d'un sens caché. Mais un matin, le facteur du village frappa à sa porte. Un homme âgé en blouse bleu ciel, le regard franc. « Vous êtes bien M. de Bellême. » Alexandre acquiesça. Le facteur tendit une lettre manuscrite avec le cachet de l'hôpital public d'Aix-en-Provence. Urgence médicale. Léa Chabrier hospitalisée. Complications liées à la grossesse. Demande de présence immédiate du proche désigné. Le sol sembla se dérober. Sans réfléchir, Alexandre bondit dans sa voiture. Il refusa l'autoroute. Il prit la route nationale 7, celle qui serpente entre les villages, les marchés, les stations-service désuètes. Il traversa la vraie France, celle qu'il avait oubliée, celle des boucheries coop, des boulangeries à l'ancienne, des places centrales où les retraités jouent à la pétanque. À chaque kilomètre, il sentait quelque chose tomber de ses épaules. Les costumes, les obligations, les attentes. Il n'était plus directeur artistique. Il était un homme qui avait peur de perdre la seule chose vraie qu'il ait touchée depuis des années. À l'hôpital, il trouva Léa affaiblie, pâle mais consciente. Il entra doucement, s'assit près d'elle et lui prit la main. « Je suis là. » Elle ouvrit les yeux. Une larme silencieuse glissa sur sa joue. « Je croyais que tu ne reviendrais pas. Je suis revenu, et je ne repars plus. » Ils restèrent ainsi longtemps.
Le bruit lointain des couloirs résonnait comme une prière discrète. Puis le médecin entra. Un homme d'un autre temps. Blouse froissée, regard bienveillant. Il y a une amélioration. La malformation cardiaque semble se stabiliser. C'est rare, mais ça arrive. Parfois, la vie corrige ce que nous pensions inévitable. Alexandre le regarda, les yeux embués. Vous voulez dire que votre enfant a une chance, et nous allons tout faire pour qu'il la saisisse. Le vieil homme se pencha comme s'il voulait confier un secret. La médecine française a beaucoup hérité de Descartes. Mais parfois, il faut aussi écouter ce qu'on ne peut pas prouver. Ce soir-là, dans la chambre blanche, Alexandre comprit que les vérités ne se trouvent pas dans les livres d'histoire, ni dans les défilés, mais dans les silences partagés, les gestes simples, les présences réelles. Et dans cette chambre, décorée de la devise républicaine gravée sur les murs, liberté, égalité, fraternité, il fit un vœu silencieux, transmettre enfin ce qu'il aurait voulu recevoir. La chaleur de septembre caressait les collines provençales, les feuilles de vigne viraient doucement du vert au doré, prêtes à céder leurs grappes gorgées de soleil. C'était le temps de la vendange, cette célébration ancestrale où chaque geste, du sécateur à la presse, était un rituel. Alexandre avait troqué ses costumes sur mesure pour une chemise de lin et un pantalon taché de terre. Il s'était fondu dans la foule des villageois, des amis de Léa, des cousins venus de Manosque, de Marseille, de partout. Tous réunis autour d'un même but, honorer la terre et ce qu'elle offre. Une longue table avait été dressée sous les platanes, nappée de toiles rustiques, décorée de brins de lavande, de figues fraîches, de fromage de chèvre et de pain cuit au feu de bois. Des rires éclataient, des vers s'entrechoquaient, les enfants couraient pieds nus entre les ceps. Alexandre, debout près d'un tonneau, tenait dans ses mains une coupe en céramique. Il leva les yeux vers Léa, resplendissante dans une robe blanche brodée à la main par les femmes du village. Son ventre avait retrouvé sa forme initiale. Le bébé reposait dans un couffin tressé à l'ombre d'un figuier. Un ancien du village s'approcha d'Alexandre. « C'est votre fils ?» Il sourit doucement. « Pas biologiquement, mais oui. » Puis il ajouta « C'est moi qui ai choisi d'être son parrain. Et je n'ai jamais été aussi sûr d'un engagement. » Plus tard, alors que le soleil tombait lentement derrière les collines, un courrier arriva, remis par une vieille voisine. C'était une enveloppe sobre, timbrée à Aubusson. Il la lut, le cœur battant. « Je m'appelle Élise. J'ai longtemps tissé dans l'ombre. Je n'ai jamais voulu que tu ignores d'où tu venais, mais je savais que pour réussir dans leur monde, il fallait que tu sois l'un des leurs. On t'a élevé dans le luxe, mais ton sang vient du fil, de mes mains. Et si tu veux encore me voir, je suis ici, dans l'atelier des femmes d'Aubusson, où les histoires se brodent sans jamais s'oublier. » C'était elle, sa mère biologique. Le choc fut doux, presque silencieux, comme si tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici l'y avait préparé. Il montra la lettre à Léa. Elle le regarda, émue. « Tu vas y aller ?»« Oui, mais pas pour fuir, pour comprendre, et pour tisser enfin ma propre trame. » Épilogue. Liberté, égalité, lavande. Le 14 juillet, les feux d'artifice embrasaient Paris, mais dans une petite église romane de la Haute-Provence, à flanc de colline, une autre célébration avait lieu, le baptême républicain de l'enfant. Pas dans un hôtel de ville glacé ni dans une cérémonie médiatisée, mais dans un lieu humble, décoré de ces ex-voto naïfs que l'on accroche pour remercier ou supplier. Autour de l'autel, les familles réunies. L'une venue des salons de la capitale, l'autre des terres du Sud. Mais pour la première fois, il n'y avait ni tension, ni jugement. Juste des regards complices, des sourires timides, un pas vers l'autre. Le curé, discret et bienveillant, laissa place au maire du village, en écharpe tricolore. Il lut à haute voix la déclaration de parrainage. Alexandre de Bellême s'engage à accompagner cet enfant dans la découverte de ses droits, de sa culture, de sa place dans une république où chacun mérite dignité et respect, quelle que soit son origine. Les mots résonnèrent profondément. Après la cérémonie, alors que les invités partageaient une fougasse sucrée à l'ombre du clocher, Léa se pencha vers Alexandre. « Et maintenant ?» Il lui tendit un petit carnet, relié de cuir. Sur la couverture, « École de savoir-faire, Provence, un patrimoine vivant ». Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des croquis, des idées, une pédagogie, une coopérative, des ateliers ouverts à tous, teinture naturelle, tissage à l'ancienne, distillation de plantes, couture à la main, vannerie, poterie. « C'est notre maison maintenant », dit-il.
Pas une maison de luxe, une maison de savoir, de mémoire, de partage. Elle ne dit rien, mais son regard brillait plus fort que tous les mots. Quelques jours plus tard, Alexandre se rendit à Aubusson, seul. L'atelier était modeste, mais chaque métier à tisser vibrait d'histoire. Et là, penchée sur une tapisserie immense représentant une scène de moisson, Élise, sa mère, leva les yeux. Il reconnut immédiatement ses traits. Elle posa la navette, essuya ses mains sur son tablier et s'approcha. « Tu es beau !» Il sourit. « J'ai eu de bons fils de fil. » Elle rit. Puis, dans un geste simple, elle prit ses mains. Aucun mot ne fut nécessaire. Dans une société souvent fracturée entre Paris et la province, entre l'élite et la base, entre passé et modernité, leur histoire n'était pas une exception, mais une réconciliation possible. Et dans les fragrances de lavande, les fils de laine et les souvenirs retrouvés, Alexandre comprit enfin que le vrai luxe n'était ni rare ni inaccessible. C'était l'authenticité, le lien, la mémoire, et l'avenir qu'on choisit de construire ensemble. Fin.